présence. C'est le coup d'envoi de la 14e édition des Imaginales. Je suis très heureux de vous accueillir ici à l'Espace Court, sous le soleil, pratiquement. Je suis ravi aussi, même si Stéphane Nico vous présentera l'ensemble des personnes qui sont ici à la table, je suis quand même très heureux d'accueillir pour la 5e fois à Épinal Robinov, qui est d'une très grande fidélité à notre Festival des Imaginales. Et j'ai à mes côtés Estelle Fay, notre coup de cœur 2015, tout au bout de la table, voilà, l'homme qui a fait l'affiche, très belle affiche des Imaginales, on y reviendra. Je voudrais bien sûr, pour cette 14e édition, vous dire encore une fois le plaisir que nous avons et de voir que notre festival est de plus en plus reconnu. C'est sa 14e édition, mais c'est certainement le plus important dans le genre en France, pour ce qui est de la fantasy, en tout cas, et peut-être sans doute le plus important en Europe. C'est un moment qui est très attendu, à la fois bien sûr, d'abord du public, des lecteurs, un moment très attendu aussi de la part des professionnels, des auteurs, des illustrateurs. Le festival est ouvert et s'ouvre de plus en plus à tous les publics et principalement aux jeunes publics. Alors vous savez que successivement, chronologiquement d'ailleurs, nous avons mis en place un prix imaginal des lycéens qui a été ensuite suivi d'un prix imaginal des collégiens. Et cette fois, nous avons un prix imaginal des écoliers, puisque c'est tout nouveau. Et ce sont 70 élèves de CM1, CM2, avec le concours d'inspection académique qui se sont lancés. Cette année, pour ce qui est des collèges, ce sont 30 collèges et 23 lycées de la région qui ont participé. Et je voudrais saluer d'ailleurs la reconnaissance nationale faite à nouveau à ces prix par les magazines Phosphore et Okapi. Alors, c'est une originalité, je crois, de ce festival, le fait de permettre à un jury populaire de s'exprimer, de choisir, et je dois dire d'ailleurs que les choix sont assez passionnés, et on a été très heureux cette année, puisqu'on savait déjà le succès que connaissaient ces prix avec les lycéens et les collégiens, mais cette année, ça a été tout à fait extraordinaire de voir les écoliers, la façon dont ils ont pris les choses en main et combien ils se sont passionnés pour la chose. Donc il est fort probable qu'au fil du temps, maintenant que nous avons essayé, on continue à développer encore ce prix des écoliers. Alors cette année, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voudrais quand même insister sur un certain nombre de nouveautés. La nouveauté de l'année, c'est la nouvelle édition de l'anthologie des Imaginales, qui est éditée par Nemos et qui est consacrée à Troyes et Licorne sous la direction de Jean-Claude Villac, et chaque année est mise en avant durant ce salon un pays. Alors en 2013, c'était l'Allemagne, en 2014, l'Espagne, et cette année, c'est la Grande-Bretagne, nos amis britanniques qui sont d'ailleurs nombreux ici à cette table. Et puis le thème des Imaginales de cette année qui a été choisi par Stéphanie Nico, directrice artistique en collaboration avec Stéphane Vizère, les mutations. Mutations, c'est finalement un terme qui convient bien à notre ville, celui ouvert, grand public, incitatif, inclusif, etc. Alors des partenariats bien sûr renouvelés que je voudrais souligner, c'est le partenariat avec les Imaginales maçonniques et ésotériques qui en sont à leur 3e édition. Cette année, nous accueillerons également la 3e rencontre nationale de body painting, je crois que c'est dimanche, très précisément le 31. 70 artistes et modèles seront présents. Et puis, ce sont de nouveaux espaces aussi ouverts cette année. Alors, tout le monde connaît, on a pris l'habitude de la bulle du livre, des Magic Mirror. Et bien, cette année, nous avons en plus une yourte du conte. Alors, la yourte du conte, elle accueillera tout au long de la manifestation des spectacles contés, des lecteurs, par des auteurs invités, des bénévoles. Et je voudrais saluer d'ailleurs l'action de lire et faire lire et
et des installations sonores énigmatiques. Il y a un espace historique qui regroupe autour, qui se situera à Châtel, et autour de la forteresse de Châtel, avec l'association Historica Tempus. Et je vous incite à vous déplacer à Châtel. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses à Châtel. Les Imaginales ont réussi à trouver aussi un mode original et convivial. On se dit dans les Imaginales des choses extrêmement intelligentes, tout le monde le sait. Et ce succès, en tous les cas, il contribue à la notoriété de notre ville et il renforce sa dimension de ville, de culture et d'art. Et pour nous, les enjeux, c'est un enjeu extrêmement important pour notre ville, et pour cela, c'est aujourd'hui l'ensemble de la ville qui est mobilisé durant ces Imaginales. Et tous les lieux de la ville, presque, sont occupés, enfin les lieux un peu emblématiques. Et je voudrais citer un certain nombre d'expositions qu'il faudra voir et découvrir à tout prix. L'une d'elles au musée de l'image, qui sera, le vernissage aura lieu ce soir. C'est l'esprit des bêtes, autour de Benjamin Rabier et Charles Frégère. Ensuite, nous avons aussi les mutations chinoises, dont le vernissage a eu lieu une semaine à peu près à la Plomberie, qui est un moment, je crois que ça a été un moment assez extraordinaire, surtout que l'artiste était en train de terminer les dernières toiles, mais je vous invite aussi là à vous déplacer et à voir ces peintures tout à fait extraordinaires, les mutations chinoises. Et puis à la BNI, une magnifique expo de François Bourgeon, son rétrospective de tous ses dessins, avec une scénographie de Gilles Francescano, et là aussi vraiment une très belle expo à découvrir. Et puis il y a aussi d'autres lieux, l'archéologie du triangle secret, là c'est présenté en partenariat avec les Imaginales maçonniques et ésotériques, à l'affiche l'exposition de... Où est-ce qu'il est parti? Ah non, il est là, je ne le voyais plus. Il était caché. Donc à l'affiche, c'est l'exposition de Grégory Delaunay, si je me souviens bien, c'est à la Galerie du Pays. Voilà, et puis Sinistros, ce sont des photographies d'Antiquols au Crédit Agricole, Métamorphose à l'Espace Court. Alors là, c'est un travail que vous pouvez voir juste à côté de nous, qui a été réalisé par les écoles élémentaires d'Épinal, et puis les étonnantes couvertures illustrées du web magazine BSC News, et de Fantasy en Fantaisie, présenté par Olivier Romac au Centre culturel. Vous voyez, il y en a vraiment partout. Et enfin, l'hôtel Kyriade de Holy Main et les photographies de Laurent Braun. Voilà. Je voudrais aussi saluer ces nouveaux... les commerçants s'y sont mis, donc Épicentre aussi s'est investi dans les Imaginales, avec notamment des vitrines, un certain nombre de commerçants qui ont créé des vitrines en lien, bien sûr, avec les Imaginales, et pour rappeler au public que les Imaginales ont lieu en ce moment. Avant de passer la parole à Stéphanie Micot, je voudrais adresser des remerciements, un certain nombre de remerciements à tous ceux qui nous permettent la réalisation de ce festival. Vous savez qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de festival en difficulté en France. Ce n'est pas le cas pour les Imaginales, mais nous y avons maintenu les moyens, malgré les moyens que nous a baissés à nous par ailleurs. Mais je voudrais rappeler et remercier tout particulièrement nos partenaires, donc, sont d'autant plus importants en ces moments. Je pense tout d'abord à la BRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, le Centre national du livre, le Conseil régional qui est ici représenté, et puis le Conseil départemental aussi très largement représenté ici dans la salle, et puis nos partenaires premium, des partenaires privés que sont le Crédit Agricole. Merci au Crédit Agricole de sa présence et de sa fidélité. EDF également, Suez Environnement, sans oublier d'autres sponsors comme Beauvais, Tigné, Norcoscog, Renault Baymacar, Épinal. Voilà, je voudrais... voilà les quelques mots que je souhaitais dire en intro. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais ce n'est pas moi que vous êtes dû écouter, ni que vous attendez. Mais je vais maintenant passer la parole à Stéphanie pour qu'elle vous présente tous ceux qui nous entourent ici à la table, et puis aussi qu'elle leur pose quelques questions. Et nous serons bien sûr très à l'écoute de la réponse. Stéphanie, c'est à vous.
pour cet accueil, ce lancement de festival qui tout de suite nous met dans le ton. On parle des partenaires, on parle des initiatives, on parle des amis, on parle des expositions. J'en profite pour vous signaler, festivalier, que pour la première fois, à Épinal, vous allez bénéficier d'une navette. C'est-à-dire qu'il y a un parcours d'exposition, petit minibus, vous le prendrez tout près de l'accueil festival, et toutes les demi-heures, il fera le circuit qui vous emmènera de lieu en lieu, d'exposition en exposition. Ça, c'est quand même une belle réalisation. Alors profitez-en, c'est la première année où on le lance. Ça a du succès, on le fera chaque année. Merci et bonjour à nos invités, bien sûr français, qui sont nombreux, puisque aux Imaginales cette année, on a plus de 130 invités, français et étrangers, et en tout à peu près 250 auteurs présents. C'est vous dire l'importance que l'événement a pris, puisque maintenant les Imaginales, au bout de 14 ans, sont le premier festival de France et d'Europe dans le domaine de la fantaisie, et l'un des deux plus grands festivals de France dans le domaine de l'imaginaire. Donc je crois que c'est une belle performance. Elle est due évidemment à la décision de la ville d'Épinal de créer ce festival, à la fois original, à la fois faisant confiance aux nouvelles littératures, qui lorsque nous l'avons lancé étaient encore décriées. C'était un peu avant les grands succès cinématographiques qui ont définitivement imposé ces littératures en France, y compris chez les partenaires institutionnels les plus culturels, et ça on s'en félicite, la reconnaissance de la DRAC et du CNL sur les signes forts. Et puis aussi évidemment la façon dont ce festival a su créer un climat. Vous le savez, vous nous le dites, et ça nous fait toujours un plaisir immense, vous vous sentez comme chez vous à Épinal, vous sentez bien, vous savez que l'ensemble de la ville, de ses équipes, l'ensemble de l'équipe des Imaginales est là pour que vous passiez 4 jours hors du temps, en tout cas merveilleux je l'espère, et plein de livres, plein de débats, plein de rencontres. Je ne sais plus quelle blogueuse disait l'an dernier dans son bilan que les Imaginales c'était le festival des belles rencontres. Je crois que ça c'est déjà une des premières choses. C'est le festival, notre député des maires vous le disait, de la convivialité et de l'accueil. Vous le verrez aussi donc dans nos hôtels, dans nos commerces et sur les lieux du festival avec tous ceux qui vous facilitent les choses, nos chauffeurs et toutes les équipes. Et je voulais aussi vous dire bien évidemment que les auteurs nous l'autorisent, pas seulement les auteurs français. Madame Robina, vous êtes là pour la 5e fois. On ne vous remerciera jamais assez de nous avoir fait confiance en 2003, alors que nous étions encore un tout petit festival et que certains ne pariaient pas sur la réussite de les Imaginales telles qu'elles se sont constituées. Et vous êtes venus des États-Unis parce que nous connaissions un peu. Vous aviez déjà publié quelques nouvelles dans nos anthologies et nos revues. Et sur cette base-là, et les conseils de quelques amis français, Jean-Claude Dugnac et d'autres que je remercie, les éditeurs qui nous ont soutenus, entre autres le groupe Pygmalion, Flammarion, eh bien vous avez accepté de nous faire confiance. Vous avez vu le festival grandir au fur et à mesure de vos venues. Et vous avez fini par déclarer, quand je pense à la France, la première image qui me vient à l'esprit, ce sont les Imaginales à Épinal, un coin de France où je me sens chez moi. Quel merveilleux compliment. Merci. Vous êtes un des auteurs les plus connus, les plus appréciés, les plus lus, les plus vendus, les plus aimés, je peux vous le dire aussi, dans le domaine de l'imaginaire, pas seulement aux États-Unis, pas seulement dans le monde anglo-saxon, mais partout où vous êtes traduit, et en particulier en France. Vous êtes fait connu par votre grande série, l'Assassin Royal, et d'autres séries tout à fait remarquables. Et vous êtes revenu, après pas mal d'années, à vos personnages, ceux du début. Et je dois vous dire que quand on a vu apparaître cette nouvelle série, on a été un certain nombre inquiets, en disant, est-ce que c'est pas, vous savez, ces séries à rallonge, où on reprend des personnages parce qu'on n'a plus d'idées nouvelles, parce que... Et dès que j'ai lu votre premier livre, qui vient d'être traduit en France, que nos lecteurs vont pouvoir découvrir, j'ai constaté à quel point la maturité n'avait fait que renforcer votre talent. Et je peux le dire, non sans émotion, quand j'ai lu le premier roman, vous avez réussi à me faire pleurer lors de la mort d'un personnage. Et ça, c'est quand même du grand art. Alors la première question que je voudrais vous poser, puisque le thème de cette année, ce sont les mutations, c'est est-ce que cette nouvelle série qui reprend le fou, l'assassin, et la fille de l'assassin, est-ce que c'est un retour aux sources ou est-ce que c'est une mutation de vos personnages, de votre monde et de votre talent? Pardonnez-moi si je dis ça.
we all change as we grow. None of us are the same person that we were yesterday. We are certainly not the same person that we were 10 years ago. So mutation, metamorphosis is a part of our lives. And I think that our story should reflect that. Nous changeons tous au fil de notre évolution, au fil de notre croissance, que nous grandissons. Nous ne sommes pas les mêmes que nous étions hier, ni même il y a 10 ans. La mutation, la métamorphose, c'est simplement partie de notre vie. Je pense que les histoires devraient simplement refléter cela. Comme vous l'a dit, comme vous l'avez vu, le Royaume-Uni est aussi l'un de nos invités américains. Je donnerai la parole après à Brent. Le Royaume-Uni est aussi un pays important pour l'histoire de l'anticipation, de la fantaisie. Je vous passe Tolkien, je vous passe la série Harry Potter, je vous passe tous ces grands auteurs qu'on va voir ici, comme Christopher Priest, comme Mike Le Carré, comme aussi Charles Stross, et celui qui est présent, notre ami anglais arrive tout à l'heure par les avions et les TGV, Kim Newman. Et Kim Newman, la mutation, ça vous connaît. Non pas votre élégance toute britannique que chacun connaît, mais vos personnages en revanche, les mutations, il y en a pas mal, puisque vos personnages ce sont des vampires et vos mondes sont un monde victorien, et dans le second roman traduit en France, le monde de 14-18, mais pas tout à fait comme nous les connaissons. C'est important pour vous la mutation de l'imaginaire, de la mutation du réel à l'imaginaire et la façon de transformer des périodes et des mondes que nous connaissons tous, la reine Victoria, la guerre 14-18, Dracula, et d'en faire autre chose en transformant ce réel que nous connaissons dans des mondes nettement décalés. Vous aimez les mutations, Kim Newman? Bonjour, je suis Kim Newman, écrivain anglais, and that's about as far as I can get in French. But hey, at least I try. Yes. It's always odd when you're presented with a question like that. It sort of forces me to address issues in my own work that maybe I don't actually think about while I'm writing. Oui, malheureusement, je ne peux pas en dire plus en français que ce que je viens de vous dire. Je trouve toujours étrange de recevoir ce genre de questions parce que ça m'oblige à réfléchir au thème que j'aborde moi dans mon travail. But what I think I do is consider the world as it is, either our history or our present, or in some cases the future, and kind of scramble it up a bit like newspaper cartoons, that kind of stuff. I don't think I present that much of an alternate, because the world itself keeps proving me understated in my vision of what's terrible. I mean, as a single example, in Britain recently, it was suggested that our entire medical supply of blood be sold off to a shadowy American company run by former Vice President Dick Cheney. And to me, that said that I literally cannot think of anything stranger or more appalling or more vampiric than that. And therefore, I kind of had to go back to my series and tackle those kind of ideas. Donc, je m'intéresse beaucoup au monde tel qu'il est, je me retourne vers le passé, mais je regarde également le présent et j'envisage l'avenir. Et je mélange tout, comme le ferait un caricaturiste. Par exemple, je fais de la satire, finalement. Et bon, après, bien sûr, j'aborde la question d'un univers, si l'on veut, parallèle. Mais je constate parfois que je ne vais peut-être même pas assez loin, parce que dernièrement, j'ai appris que l'on envisageait, la Grande-Bretagne, c'est tout récent, la Grande-Bretagne envisageait de vendre toutes ses réserves de sang
à une société américaine dirigée par l'ancien vice-président Dick Cheney. Alors moi, je suis retournée à mes vampires et je me suis dit, peut-être qu'il est temps que je reprenne ce thème. Hein. Ça pourrait être intéressant de voir jusqu'où je pourrais amener mes personnages. And as for the historical stuff, the Victorian element to some of my work, it's because I think we're still living with the consequences of the late 19th century. So I don't so much look back with nostalgia to them as I look back and see where we start, where the things that we're dealing with now began. Et pour ce qui est de mon intérêt pour l'époque victorienne, je veux dire que c'est parce que, à mon avis, nous vivons maintenant avec les conséquences de ce qui s'est passé au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Donc mon regard sur le passé n'est pas du tout nostalgique, c'est plutôt une façon pour moi d'évaluer où nous amène ce qui s'est passé au XIXe siècle. And now you can see my eyes. Merci, Kim Newman. Brett Weiss, vous êtes l'une des plumes aujourd'hui les plus reconnues de la nouvelle fantasy américaine. Vous êtes un auteur prolifique et de talent. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes invité cette année aux Imaginales. Vous avez déjà eu des nominations au prix en France. Justement, est-ce que la fantaisie pour vous est en train depuis quelques années de changer? J'ai l'impression, en tout cas, vous me direz si vous partagez mon avis, vous avez le droit de ne pas le partager, que la fantaisie, en gros de la vôtre, garde la tradition de la fantaisie épique, de l'action, des héros, des rebondissements, tout ce qui fait cette littérature que nous aimons, mais aussi avec des personnages plus en demi-teinte, avec un peu plus de complexité, où le bien et le mal sont peut-être un peu moins évidents que dans la fantaisie des origines. En gros, est-ce que la fantaisie change? Est-ce que la fantaisie américaine et internationale, puisque vous en savez, devient plus mature, plus adulte, plus assurée? Well, bonjour. I think the fantasy is always changing, and I think that people will call something the new fantasy or this generation, but every generation does this. We look at the work that has gone before us, and we grow up with some great work. And I feel that fantasy has always kind of labored in people's perspectives of it. People thinking this is a literature for children. Over 60 years ago, Tolkien wrote an essay on fairy stories. C.S. Lewis. And he talked about how people think this is for children. And they were struggling against that then. I think we're still struggling against it now. But my generation has grown up on writers like Robin Hobb, Terry Brooks, George R. R. Martin. And some of those writers really opened the door for us to think about fantasy in more personal, sometimes less heroic, sometimes more heroic, more tragic, and sometimes grittier terms. And so, having been raised on some of those, I just bring my own love of this genre to the table, and then do the best I can with it. Alors effectivement, moi je pense que en fait la fantaisie change, est toujours en évolution. On parle souvent d'une nouvelle fantaisie, mais je pense que toutes les générations apportent quelque chose de nouveau, chacune à sa façon. C'est-à-dire qu'on lit la fantaisie d'avant, on grandit en lisant des livres passionnants, et quelque part, ensuite on essaye d'apporter sa touche. Pour moi, la plupart des gens pensaient effectivement à une époque que la fantaisie c'était une littérature pour les enfants, mais comme il y a 60 ans, Tolkien a écrit un essai, il me semble que c'est Tolkien, qui a écrit un essai sur les contes de fées, qu'à l'époque on considérait pour les enfants, en expliquant que ça n'était pas vraiment. Et on lutte toujours contre cette idée que la fantaisie est quelque chose pour les enfants. Mais moi j'ai grandi en lisant des auteurs comme Robin Hood, comme Brooks, comme George Martin, et ce sont ces gens-là qui nous ont permis de voir une fantaisie qui évoluait et qui était plus ou moins héroïque, plus ou moins tragique, mais qui apportait quelque chose de nouveau. Quelque part, c'est avec ça que j'ai grandi.
Et j'ai apporté mon amour de cette littérature pour essayer de créer quelque chose de nouveau et d'apporter un peu ma touche à moi aussi. Nos invités anglo-saxons ont, comme il est tradition, en tout cas nos invités étrangers ont pris la parole les premiers, mais évidemment, la fantaisie, les imaginales ne seraient pas ce qu'elles sont sans le talent aujourd'hui éclatant de la nouvelle génération et de la génération précédente des auteurs d'anticipation, de fantastique et de fantaisie francophone, puisqu'on est au-delà de la France, puisque notre ami Plateau, à qui je donnerai la parole après, est belge. Chaque année, on choisit un coup de cœur, un auteur français, encore jeune dans le métier, mais dont le festival, et moi-même en particulier, c'est ma responsabilité, estimons utile, nécessaire et heureux de lui accorder le coup de cœur de la ville d'Épinal. C'est donc un auteur sur lequel on va brancher les micros, les caméras, donner beaucoup d'interventions, donner envie de lire, je l'espère, et dire le festival qui est aujourd'hui reconnu, aussi bien par les auteurs que les lecteurs, les éditeurs, le public. Ce festival vous dit, attention talent, attention, si vous n'avez pas encore lu les romans d'Estelle Faye, il est temps de commencer à les lire avant que tout le monde en parle. Soyez parmi les, non pas les premiers parce qu'elle a déjà son lectorat, mais parmi le public qui va faire le succès de demain. Pourquoi j'ai choisi Estelle Faye? Pourquoi est-elle le coup de cœur des Imaginales? Tout simplement parce qu'elle est pétrie de talent, parce que dès son premier roman, comme parfois lors des premiers romans, de mon point de vue, on est entre amis, donc on se parle librement, avec quelques défauts de construction, je ne les ai jamais retrouvés dans les suivants, et c'est normal, le métier, ça rentre, et l'écrivain c'est aussi un métier. Eh bien, le premier roman d'Estelle Faye m'a immédiatement scotché, malgré les petites critiques que je viens de faire, parce que tout de suite, j'ai senti la voix d'un écrivain, d'une auteure. Tout de suite, j'ai vu que Estelle Faye avait le talent relativement rare de faire un peu plus qu'une silhouette quand on construit un personnage. Que parfois dans ces littératures, on se rappelle des histoires, on se rappelle des univers et un peu moins des personnages. C'est moins vrai d'ailleurs dans la fantaisie que dans l'anticipation. Chez Estelle Faye, les personnages sont inoubliables. On s'y attache, on a peur pour eux, on les suit et on a envie d'en savoir plus. Et on n'hésite pas non plus, mutation, à être bousculé par le héros central, par exemple, on en parlera lors du café littéraire de samedi matin, qui lui est entièrement consacré, lorsque ce personnage, d'un Paris futuriste du XXIe siècle, eh bien, n'est pas un personnage tout à fait conventionnel dans sa façon de vivre, dans sa façon d'aimer, dans sa façon d'être, et dans sa façon de nous bousculer. Mutation, à nouveau. Et puis aussi, la nouvelle série qui est aussi sur le thème des mutations, on ne l'a pas fait exprès, mais ça tombait très bien cette année. La série que vous venez de consacrer à votre héroïne gallo-romaine, votre jeune magicienne, La Voix des Oracles, suivi de 2 autres tomes, on aura d'ailleurs le second aux Imaginaires, il vient de sortir. Eh bien, là aussi, c'est un monde en mutation, puisque c'est la fin du monde païen, au 5e siècle en Gaule. Les anciens dieux disparaissent, les créatures magiques s'effacent, mais vous voyez bien qu'elles reviennent aujourd'hui au 21e. Et puis le christianisme, parfois un christianisme agressif comme les religions nouvelles, eh bien le christianisme s'impose et chasse les anciens dieux. C'est donc un peu un monde à la croisée des chemins où se mélange réalisme et magie, histoire et fantaisie que vous nous avez entraîné, Estelle Faye, cette Voix des Oracles, qui a définitivement, je crois, conquis la critique, les éditeurs et vos premiers lecteurs. Donc la question que je voudrais vous poser, justement, vous qui avez commencé votre métier par le théâtre, par le cinéma, qu'est-ce qui vous a fait changer? En tout cas, qu'est-ce qui a fait de vous une écrivaine, n'ayons pas peur des néologismes? Disons, ce qui m'a fait passer du théâtre, surtout, et puis un peu du scénario à la littérature, vraiment, ce sont des rencontres, et notamment c'est ce festival, c'est les Imaginales. Donc c'est le premier festival où je suis venue après avoir fini mes études. Je faisais l'école de scénario. Et à l'époque, la première fois que je suis venue, merci Louis Marchand. Donc la première fois que je suis venue aux Imaginales, j'étais une grosse lectrice de romans en général et d'imaginaire en particulier. Et surtout de beaucoup d'auteurs français, parce que c'est vraiment les auteurs français qui m'ont fait passer notamment de la science-fiction à la fantasy. Et quand je suis arrivée, c'était il y a quelques années, j'étais l'auteur de 2 nouvelles.
et c'est tout. Et dans ce festival, j'ai rencontré mon premier directeur de collection. C'est vraiment là que j'ai commencé à parler avec lui de ce qui est devenu mon premier roman et puis mon deuxième roman. Et quelque part, j'ai pris le virus, en quelque sorte, de l'écriture littéraire ici à Épinal. Et maintenant, j'ai plein d'histoires et surtout, j'ai plein de personnages dans ma tête. Et je sais que c'est des personnages de romans qui veulent s'écrire sous forme de romans, qui veulent sortir. Donc voilà, je ne veux plus arrêter. Et c'est vraiment ici que l'histoire a commencé. Donc Estelle Faye était dans la sélection, en plus d'être le coup de cœur de cette année, était dans la sélection du prix Imaginal des lycéens, donc choisi par les professeurs de ce comité de lecture et moi-même, et il est arrivé parmi les deux romans, même s'il n'a pas gagné le prix, il y a un concurrent aussi tout à fait brillant, qu'on accueillera aussi pendant les Imaginales, mais vous êtes arrivé deuxième, et c'est signe de la qualité de votre roman, ça a été disputé. Et puis par ailleurs, vous avez toujours pour ce roman La Voix des Oracles, vous venez d'obtenir le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy jeunesse. Je précise que jeunesse, il est lisible en effet par des collégiens et des lycéens, mais c'est un bonheur de lecture aussi pour des adultes. Surtout ne laissez pas l'étiquette, si vous avez passé 25 ou 30 ans, vous arrêtez, c'est un livre tout à fait merveilleux, y compris pour ceux qui adorent le roman historique. Stéphane Plateau, vous êtes aussi là tout simplement parce que, d'abord vous avez du talent, mais ça, si vous êtes aux Imaginales, c'est le cas, on ne va pas le redire à chaque fois, mais parce que vous avez sorti un premier roman l'année dernière qui a eu tout de suite du succès, qui a fait grand bruit. Et Manèche, ce roman, cette série, puisque c'est une trilogie, vous a tout de suite imposé comme un auteur important, un auteur qui va demain être un des principaux auteurs de fantasy, tant pis pour les épaules. Elles doivent être larges face à cet évalage de compliments. Et puis, ce roman a tout de suite été remarqué, puisque je l'avais cité dans mes 4 premiers romans de qualité de l'année dernière, et que je pense ne pas m'être trompé avec l'équipe du festival qui partageait mon avis, puisque vous avez obtenu cette année le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy. Vous aviez pourtant des nominés de grands talents et de grands métiers à côté de vous, et décerner le prix, se voir décerner le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy pour un premier roman, c'est vous dire que, comme on dit familièrement, Stéphane Plateau, on a le sous le capot, et que c'est vraiment un auteur qui va nous enthousiasmer. Qu'est-ce qui vous a poussé, d'emblée, à bâtir une trilogie d'une telle ambition, puisque, pour dire vite, ce roman nous entraîne, on va découvrir une toile de fond, une société donc de fantaisie, une société romanesque dans laquelle il y a une guerre civile au sud, où une des factions remonte vers le nord pour essayer de retrouver, si je me souviens bien, les débuts du roman, une tradition, des légendes et peut-être une arme secrète qui va permettre de renverser le cours des armes. Et on suit ces personnages au travers d'une sorte de remontée un petit peu du fleuve, avec d'autres personnages qui vont arriver, et de roman en roman, puis c'est une trilogie, on va regarder ce qui se passe par les yeux de différents personnages. Donc une ambition considérable dans l'écriture qui est de qualité, dans la construction qui est ambitieuse sans être complexe pour le lecteur, et dans l'émotion et la façon dont vous mêlez l'histoire et le conteur, c'est-à-dire quelque part vous, même si le conteur, le narrateur n'est pas, on le sait bien, celui qui dit je dans le roman. En un mot, Stéphane Plateau, est-ce que c'est un signe de la mutation des nouvelles générations de fantasy que vous nous arriviez avec un roman d'une telle ambition? Alors c'est vrai que se lancer tout de suite dans une trilogie, c'est un petit peu un pari un peu fou. En fait, c'était pas du tout un pari, c'était juste une compulsion. Et c'est vraiment très habile dans la façon de mener les questions, parce que ce qui m'a poussé à me lancer dans une trilogie naturellement, c'est effectivement les mutations. Et si je commençais par une novella ou un roman court, j'aurais peu le temps de faire évoluer à la fois mes personnages et mon univers. Je suis historien de formation, ce qu'on étudie beaucoup en histoire aussi, c'est l'évolution d'une société. Et effectivement, un format long, ça me permet de faire évoluer les personnages, de faire évoluer les relations entre les personnages, et même de faire évoluer l'univers au fil de cette guerre civile et dans ses prémices. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi. Quand j'ai un personnage qui apparaît, j'ai tout de suite envie de savoir comment il va se transformer. Une des choses qui me motive pour le faire vivre, c'est de dire qu'est-ce qu'il va devenir, comment va-t-il évoluer, et ça me pousse d'autant plus à développer ce qu'il est dans le moment présent, au début du roman.
nos auteurs américains, notre représentant de la délégation britannique qui va continuer à arriver tout à l'heure et qu'on va pouvoir découvrir tout au long de ce festival, notre coup de cœur, et puis, last but not least, comme on dit, notre illustrateur, celui à qui on a confié la lourde tâche de donner envie de venir au festival, Grégory Delaunay. Vous avez vous aussi un parcours, on peut parler de mutation, ça tombe vraiment bien, et pourtant on ne l'a pas fait exprès quand on a choisi votre affiche, entre autres Stéphane Vizère, le directeur du festival, qui vous a repéré et qui a fait ce choix d'affiche pour cette année. Là aussi, on sent bien, en regardant votre personnage, entre arbre et créatures vivantes, ce personnage aussi visiblement un peu androgyne, les mutations, ça ne vous fait pas peur, Grégory Delaunay, parce que vous êtes venu d'autre chose que de l'illustration au départ. Vous êtes venu aussi d'un autre métier. Effectivement, j'ai fait un long passage par la forge et la coutellerie en fait. Et tout ça, c'est de toute façon la même passion, c'est la fantaisie, puisque les pièces que je réalisais en coutellerie étaient très très orientées fantaisie, des épées, des dagues, etc. Donc le thème principal reste la fantaisie. Après oui, il y a la mutation du métier. Ça reste artistique de toute façon. Ça reste des passions de toute façon. C'est surtout ça qui me guide en fait. C'est la passion. Et après, par rapport au thème de l'affiche, oui effectivement, c'est quelque chose qui se retrouve dans mon travail, dans le roman illustré que je présente ici, c'est-à-dire les femmes et la nature essentiellement. Et quand je vois le lieu dans lequel on est accueilli dans ce parc, je trouve que ça correspond assez bien aussi. Eh bien, merci Grégory, on pourra voir vos œuvres à la Galerie du Bailly. Je rappelle que la Maison du Bailly est un des lieux les plus anciens de la ville d'Épinal et que c'est vraiment un lieu magnifique pour accueillir chaque année l'illustrateur du festival. On va bientôt terminer et ensuite on se retrouvera à 11 h dans les cafés littéraires, les premiers de la journée, qui sont consacrés au prix Imaginal des lycéens et des collégiens avec des gens qui ont fait partie de la sélection cette année et qui ont obtenu le prix les années précédentes. Vous y verrez avec des jeunes, des enseignants et puis aussi le public qu'on peut écrire des romans pour la jeunesse mais aussi passionner les adultes. Je voulais terminer ce petit coup d'envoi, ce début des Imaginales, toujours par vous, Robin Hobb, quand vous regardez le chemin parcouru comme écrivain, quand vous voyez, sur plusieurs dizaines d'années, la construction d'une œuvre de fantaisie, plus quelques textes moins importants par leur nombre, mais tout aussi importants en qualité de textes de science-fiction, l'humain chez vous est important. L'histoire compte, les rebondissements comptent, mais l'humain est important et l'évolution des personnages est importante, l'émotion est importante, je le disais, mais pas du tout en plaisantant, vous avez réussi à me tirer des larmes et au sens propre du terme avec votre nouvelle série. Pour vous, est-ce que la vie d'un écrivain et la vie de ses personnages se confondent? Vous parliez d'évolution, d'âge qui vient, de façon différente d'aborder le monde. Est-ce que finalement vos personnages ne sont pas quelque part le reflet de votre vie, de notre vie, de nos vies? Robin Hobb. I have lived very closely to the Fitz and the Fool for over 20 years. They have shaped me, I have shaped them. As I have gotten older, they have gotten older. I think it would be impossible to say that they are not a part of my life. I think it would be impossible for me to say that my life has not affected how they have grown and changed. They are my very best imaginary friends. And they have accompanied me to many places. They're always with me. I think that as a writer, what we write is
we write the friends that we would wish to spend time with. So, of course, the characters shape the writer, and the writer shapes the story and the characters. J'ai vécu, j'ai été extrêmement proche, j'ai vécu très proche de Fils et de Fou depuis maintenant plus de 20 ans. Je les ai façonnés, mais ils m'ont façonné également en retour. À mesure que j'ai vieilli, ils ont vieilli également. Je pense qu'il me serait impossible de dire qu'ils ne seront pas partie de ma vie et que ma vie n'a pas été affectée, influencée par la façon dont ils ont changé et grandi et évolué. En un mot commençant, ce sont mes meilleurs amis imaginaires, de loin. Ils m'ont accompagné et je les ai accompagnés en bien des endroits. Et je pense qu'en tant qu'écrivain, nous décrivons finalement les amis avec qui nous aimerions passer du temps. Ces personnages m'ont influencé, mais je les ai également influencés, leur histoire m'a influencé, mais elle m'a influencé également. Ben voilà, c'est ça, les Imaginales, c'est les rencontres, c'est la passion de la littérature, c'est le bonheur d'être ensemble. La ville d'Épinal vous souhaite de merveilleuses Imaginales avec nos écrivains. Bonnes Imaginales 2015, merci.